bien entendu de vieux immeubles comme il peut y en avoir sur Saint-Jean, ou pourquoi pas un exemple très concret qui est l'hôtel de la Mer, dont on ne sait toujours pas ce qu'il va devenir au Morillon. Là, il y aura de quoi faire, donc développer une offre publique de logement, Toulon-Est, Toulon-Ouest, travailler là-dessus. On parlera aussi, en fait, si on a le temps évidemment, des hébergements intergénérationnels. Ce sont des expériences qui démarrent, qui fonctionnent pas mal. Il y en a très peu sur Toulon actuellement, mais là on voudrait absolument aider à les développer. Alors, très important, ce que nous ont toujours dit effectivement toutes les personnes âgées avec qui nous avons pu parler, c'est leur souhait de se maintenir à leur domicile le plus longtemps possible. Et là il y a un travail considérable à faire, qui est pas seulement un travail matériel, mais qui est surtout un travail de formation, un travail d'écoute, un travail de psychologie. Donc, formation des aidants avec des lieux d'écoute. Avoir créé des lieux d'écoute où les personnes âgées qui viennent en bus gratuitement en ville, eh bien, peuvent venir parler, être entendues et avoir des informations. Donc, ce qu'on appelle en fait les plateformes d'accueil et de répit pour les aidants, ça c'est aussi aider les aidants, parce que les aidants sont souvent dans des situations de difficulté énormes, et il y a des études tout à fait effrayantes qui montrent que les aidants vieillissent plus vite que les personnes aidées. C'est 5 minutes, hein. Tu te rappelles que c'est 5 minutes. J'ai fini dans 1 minute. Voilà. Inclusion numérique, innovation technologique, vous pouvez imaginer dans tout ce qui est téléassistance, télésurveillance. Coordonner et sectoriser les prises en charge. Donc en fait, c'est l'accueil et l'écoute. Ce qu'on appelle le Senior, c'est une entreprise en fait qui s'est lancée effectivement et qui offre, mais alors c'est pris en charge en partie par la municipalité, en partie par le client, si on peut l'appeler comme ça, un guichet unique. C'est-à-dire qu'il va se charger de faire toutes les formalités nécessaires pour une personne donnée, à un moment donné. Et enfin, bien entendu, les résidences intergénérationnelles, ça, c'est des expériences qui marchent bien, donc il faut y aller. Si tu as la gentillesse, Florian, de juste passer à la diapo suivante, et j'aurai fini. J'aurai fini, non, promis, hein, promis, juré. Donc, bien entendu, les dispensaires, ça, ça fait partie du projet Tech aussi, hein. On ne dit pas de centres médicaux, on ne dit pas de maisons médicales, on parle bien de dispensaires, comme dans l'ancien temps, où les gens viennent et se font soigner en premier accès à la médecine. Renforcer l'action de terrain, alors le numéro 3977, hein, donc signaler effectivement toute personne âgée qui est en difficulté, qui a besoin d'assistance. Alors oui, les services civiques, ça marche bien aussi. C'est-à-dire qu'en fait, même sur Toulon, il y en a pas mal qui font ça. Les services civiques, c'est un jeune, une personne âgée. Et le rôle du service civique est d'être là pour l'aider, pas forcément pour faire toutes les tâches ménagères et tout ça, mais être là, parler, la prendre sous le bras pour aller se promener, pour aller prendre le bus. Ça, c'est important. Et bien entendu, toutes les associations, et Dieu sait qu'il y en a, alors j'aimerais pouvoir les citer toutes, mais il y en a énormément, effectivement, d'associations qui sont extrêmement dévouées sur le secteur des seniors. Donc ça, il faut les remercier, il faudra les encourager absolument. Et bien entendu, constamment, formation de tous les personnels qui approchent les personnes âgées à détecter la maltraitance. Ça, c'est un phénomène et il faut absolument, effectivement, lutter contre. Et j'ai fini. Magali, je vais prendre le micro. Donc, renforcer la place des seniors dans la démocratie locale. Il y aura un conseil des seniors qui se fera à l'identique, effectivement, du conseil des jeunes qu'on peut avoir. J'ai fini sur les seniors. Est-ce qu'il y a les groupes suivants? Est-ce qu'il y a déjà justement, voilà, maintenant, la parole est à vous. Si vous avez des remarques, des interrogations, des suggestions, des ajouts aussi, on est ouvert. La parole est à vous. Ce que vous avez déjà dit, mais aussi ce que vous avez pu lire aussi. Voilà, ou même si c'est en plus de ce qui a été là, c'est tout à fait aussi possible de le partager. La première est toujours la plus dure, il faut juste se lancer et après c'est parti. Pose là-bas. À partir de quel âge est-on vieux? Alors je réponds à la question tout de suite. Si on s'est intéressé aux seniors, c'est parce que, effectivement, les perspectives démographiques sur l'ère toulonnaise, hein, je ne parle pas seulement de Toulon, mais vraiment l'ère toulonnaise, font que, effectivement, les plus de 75 ans, la tranche des plus de 75 ans va progresser très très vite. Moi j'y serai dans 3 ans, ça va, j'ai encore un petit peu de temps, mais ça va progresser très vite. Et la part dite des seniors va dépasser le tiers de la population. Donc c'est vraiment une population à laquelle il faut effectivement rendre énormément de service. Tu as une question? Oui, une remarque plutôt. Ah bah oui, il y a une micro avec Laurence. Je vais être
minutes, je pensais à une mesure qui se fait dans beaucoup de villes, notamment aujourd'hui où il y a près de 2000 étudiants ou 4000 étudiants à Toulon, c'est de faire un recensement des logements anciens, enfin des personnes âgées, et voir s'ils sont susceptibles d'accueillir un étudiant. C'est une... Alors ça, effectivement, c'est un point c'est important, voilà, dans la mesure où les loyers sont chers, il n'y a pas beaucoup de crous à Toulon, et par contre, donner 5 heures de travail par semaine pour vivre avec une personne âgée, c'est bien. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est une mesure qu'on n'a pas développée. Quand, en fait, on parlait de résidence plurigénérationnelle, c'est aussi un petit peu dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, des personnes âgées qui vivent seules dans des logements un peu grands pour elles, puisqu'il n'y a plus de famille et tout ça, qui peuvent à ce moment-là, effectivement, louer ou sous-louer. Ça existe déjà, ça se fait. Et ça, À Toulon, ça existe. oui, ça existe aussi à Toulon. Et il faut l'encourager, et le Crous, normalement, devrait effectivement être efficace sur ce genre de questions. Laurence. Oui. Alors, j'avais une question, parce que j'ai d'une association qui travaille à la fois à la charnière de l'habitat intergénérationnel et puis de la précarité, qui est une association qui s'appelle Habitat et Humanisme, une foncière solidaire, que moi je soutiens depuis des années. J'ai vu qu'ils n'étaient pas dans le Var. Si. Ah, c'est une excellente nouvelle. D'accord. Bon, bah voilà. Mais c'est récent, hein. Ouais. C'est Voilà. récent. Donc je me posais la question de savoir s'il y en avait d'autres qui étaient équivalents, mais je suis contente de savoir qu'ils existent à Toulon. Ils existent à Toulon. Marie-Lou. Juste une petite information, puisqu'on parle des personnes âgées, je vais le dire rapidement, pardon. Juste une petite information à propos des personnes âgées et des lieux dans Toulon. Quand vous sortez tout à l'heure, vous regardez à gauche, vous avez une des 3 maisons d'autonomie, c'est-à-dire des personnes âgées autonomes qui vivent dans un lieu qui est mis à disposition par le Centre communal d'action sociale. C'est entouré d'immeubles, il n'y a aucun espace vert. Moi, j'ai fait des actions avec les élèves de solidarité intergénérationnelle, donc c'est juste là derrière, juste au bout là en fait, et il y en a 3 dans Toulon. Merci, Marie-Lou. D'autres remarques, questionnements, ajouts? Eh bien, s'il n'y en a pas, on va passer au sujet suivant. Magali. Ah, il y a une question là-bas. Pardon, excuse-moi. Robert, non, peut-être tu peux te lever, Robert, peut-être. Oui. Désolé, il n'est pas assez dans le micro, désolé. Je voudrais vous poser la question, parce que vous dites les seniors, d'accord? Mais moi, j'ai ma femme qui est handicapée, on n'est que 2, et on a, c'est-à-dire presque personne qu'on n'est pas assez soutenu. Parce que j'ai l'impression que, pour moi, ils disent que les personnes qui sont handicapées, il faudrait qu'ils soient dans une maison de retraite. Bon, mais la maison de retraite, nous, on n'a pas les moyens. Comment on appelle ça? Parce que vous dites, vous allez renforcer, vous allez renforcer sur la science du terrain. Non, nous, quand on demande l'aide, on l'a pas. On va dire que vous vivez bien et c'est tout. Alors, c'est ça que je vous pose la question. Vous dites les seniors, d'accord, mais comment on appelle ça? Non, oh ça y est. Non, les personnes qui nous aident, comment on appelle ça? Les aides sociales. Bon, nous on en a eu à ce coup de notre gueule. On appelle ça. Là, depuis ça fait plus qu'1 an qu'on l'a. Là, bon, l'année sera passée. Bon, rien. Là, on débute l'année, elle ne nous demande pas des nouvelles, rien. Alors, ça ne sert à rien de dire, vous allez faire un groupe des seniors. Si ça, on continue comme ça, avec les aides qui sont nommées par Draguignan, et alors donc,
il se foutent un peu de nous, parce que nous, on a un problème. Depuis 6 ans, on ne vit pas tout seul. Alors c'est pour ça qu'il y a des trucs que vous ne ferez pas assez pour les seniors. C'est là de voir, il y a des problèmes qui arrivent, il y a beaucoup. Ils attendent que soit... Oui, si tu m'autorises, je vais répondre sur 2 aspects. La première difficulté en fait qu'ont les travailleurs sociaux avec les seniors, c'est que les seniors ne se voient pas vieillir. C'est-à-dire qu'en fait, ils acceptent au fur et à mesure peut-être une diminution de leur capacité, mais ils n'acceptent pas facilement l'idée, allez, comment dire, de devenir dépendants. Bon. Le deuxième aspect, c'est on a eu une discussion effectivement avec le directeur régional de l'action sociale, départemental de l'action sociale, et il nous a dit, il a reconnu de façon très humble, qu'effectivement il manque terriblement de liens entre les différents services sociaux existants. Donc c'est pour ça effectivement que nous, on souhaite mettre en place cette veille individualisée sur chaque senior, de façon à ce que, par étapes, de façon régulière, effectivement sa situation personnelle soit connue, prise en charge, et évidemment que les services nécessaires dont il a besoin ou elle a besoin soient fournis. Donc voilà, ce dont tu parles, c'est typiquement le genre de cas sur lesquels effectivement il faudrait une bien meilleure formation des travailleurs sociaux et une bien meilleure coordination entre les différents services sociaux. Une dernière question. Non, c'était pas une question, c'était juste que, en termes d'image, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à la manière dont on fait apparaître ces réflexions sur le groupe senior, parce que moi je pense que c'est vraiment important qu'on ait un soin particulier pour nos seniors. Et en même temps, les problématiques que rencontrent les seniors, elles peuvent toucher par exemple la question du logement, de la santé, d'autres populations. Et donc je pense qu'il faut, en termes d'affichage, que par exemple l'intergénérationnel ne soit pas que là, et en même temps qu'on voit qu'on a eu un regard et une attention particulière spécifiquement à ce public-là et aux fragilités voilà, qui sont celles de nos seniors. Voilà. Sois certaine que ton attention particulière touche la tranche d'âge que je représente. Tout ça pour dire quand même à Magali qu'effectivement dans nos différentes réunions et puis la conférence qui avait été organisée par Place Publique, on s'est rendu compte qu'il y a énormément de transversalité sur toutes ces thématiques. Enfin, on parlait du transport, on parle du logement, on pourrait parler, j'ai pas eu le temps de slide de tout mettre, mais de l'alimentation aussi. Oui. Surveiller l'alimentation d'une personne âgée, mais c'est fondamental. Voilà. Groupe suivant, merci. C'est moi qui vais le faire merci aussi. Les seniors. Allez, c'est une autre groupe suivant, voilà. Et comme on est tous multitâches chez Toulon en commun, je vais vous parler aussi du groupe économie, qui a pas mal travaillé et qui a beaucoup d'idées et qui est assez foisonnant. Alors là... 5 minutes. Moi j'ai que 5 minutes. Oui. On n'a jamais le temps de s'exprimer ici. C'est terrible, hein. Bon, si vous voulez, la problématique de ce groupe économie, elle est vachement simple. C'est développer l'attractivité, développer l'activité, développer l'emploi sur Toulon, sur le bassin toulonnais, sur TPM. Voilà la problématique que nous avons et sur laquelle nous voulons absolument, effectivement, mettre l'accent lorsque nous serons à la mairie. Alors, ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire aider effectivement à la création, mais aussi parfois à la sauvegarde d'entreprises et d'activités économiques, que ce soit dans le secteur privé, mais aussi il faut que nous apportions un soin très très attentif à tout ce qui est économie sociale et solidaire. Là, c'est effectivement des secteurs sur lesquels on parle peu, mais qui ont une activité fondamentale pour nous, dans le tertiaire, dans l'agriculteur, et oui, aussi dans l'agriculture, on a beaucoup parlé d'alimentation, et les circuits courts d'alimentation, ça passe par effectivement des territoires proches de chez nous, sur lesquels on va se pencher pour les aider à se développer, et bien entendu donc dans l'industrie, et créer des emplois avec cette possibilité qui nous est offerte, mais il faut en avoir la volonté politique, de créer effectivement sur certains quartiers des zones zéro chômeur, comme ça se fait déjà dans pas mal de villes. Alors comment allons-nous procéder? Ça c'est plus compliqué. D'abord il faut effectivement s'appuyer sur l'existant, bien entendu. C'est-à-dire qu'en fait il y a un savoir-faire, on a découvert ça hein, en travaillant dans ce groupe, il y a un savoir-faire artisanal très développé sur Toulon, mais probablement sous-exploité. Donc ça il faut qu'on travaille énormément sur ce tissu artisanal, et notamment, effectivement, dans le cadre des sous-traitances, puisqu'on a la chance,
oui, pas sous certains aspects, en tout cas d'avoir une industrie militaire et navale forte, évidemment de s'appuyer sur la DGA, de s'appuyer effectivement sur la Marine nationale pour faire travailler effectivement ce tissu artisanal. Alors je sais, et nous savons tous, la complexité effectivement des appels d'offres qui nous limitent énormément. On ne peut pas faire de favoritisme territorial sur un appel d'offres qui serait lancé par une entité publique, mais il n'empêche qu'à un moment donné, sur certains petits travaux ou certaines sous-traitances de sous-traitance, on pourrait effectivement faciliter l'accès des artisans toulonnais à ces chantiers-là. Il faut qu'on s'appuie sur les établissements de formation, et il y en a, sur Toulon il y en a pas mal. Donc on a la Cité des Arts et de la Création, on a les lycées techniques et les lycées professionnels, j'ai oublié de le noter, c'est une erreur de ma part, et bien entendu tout ce qui est formation sanitaire et sociale, voilà. Et l'université bien entendu. Alors, je ne sais pas s'il est arrivé, mais Nicolas Rizzo, je ne le vois pas. Ah ben le voilà. Ah, yeah. Alors, donc notre ami Nicolas Rizzo qui vient d'arriver, comme une star, là. Il suffit qu'on l'appelle au micro, il arrive. Voilà. Donc Nicolas, lui, veut travailler sur un outil qui est extrêmement prometteur, qui est effectivement un incubateur pluridisciplinaire. Et non seulement c'est un incubateur pluridisciplinaire, mais en plus capable de créer de l'activité, de s'autofinancer. C'est un projet gigantesque. Alors, évidemment, la majorité sortante doit dire « Ouais, mais nous, on a le port des créateurs et tout ça. » Non. Nous, on veut un autre niveau, un niveau bien supérieur au niveau de l'incubateur, avec, bien entendu, des espaces d'expérimentation, de recherche, de faisabilité, des espaces de vente, un guichet d'aide à la création d'entreprises, principalement, et d'activités nouvelles, l'accompagnement à l'innovation, dans tous les domaines dont on a parlé de robotique pour les seniors, mais tout ce qui est robotique, et puis robotique sous-marine notamment par exemple, il y a des talents, il y a des tas d'activités à développer, et on aurait peut-être un lieu qui pourrait servir effectivement pour cet incubateur. Ce serait effectivement le bâtiment de la DDTM, je ne sais pas si vous voyez, qui est sur le quai Est, à côté du port marchand. Voilà, un bâtiment, j'allais dire magnifiquement, pas si magnifique que ça, mais un bâtiment sur lequel on pourrait avoir toutes ces activités. Est-ce que tu aurais la gentillesse, Florian, de passer à l'étape suivante? Je l'ai, hein, ton... Donc, quels sont les acteurs, les partenaires et les financiers, disons les financeurs ou les ressources sur lesquelles on pourrait compter? Bien entendu, on en a parlé, la Marine nationale et l'Arsenal, l'ingénierie, Naval Group, DGA et tous leurs sous-traitants, et je pense en fait à tous les cabinets d'études qui existent sur l'aire toulonnaise et qui sont très pointus sur leur domaine. Hein. Je pense à, par exemple à Fortune qui a repris une partie des activités de la CNIM. Ce sont des gens sur lesquels on doit pouvoir s'appuyer à l'avenir, effectivement, pour développer de l'activité. Le port de Toulon, la Seine-Brégaillon, alors vous êtes tous au courant effectivement des énormes projets d'aménagement qu'il va y avoir sur cette zone-là, notamment du côté de Brégaillon, avec la mise en place de l'accueil du nouveau porte-avions, mais ce qui va induire aussi des tas d'autres travaux de génie civil, sur lesquels il va falloir effectivement qu'on arrive à aider les entreprises toulonnaises à se placer. Et des partenaires et des financeurs. Alors, il y a une chose que la mairie de Toulon ne sait pas faire, c'est d'aller chercher des subventions à l'Europe. Ah bah oui, c'est dommage. Donc ça va être un gros chantier pour nous, d'ouvrir effectivement l'Europe, de nous ouvrir à l'Europe, notamment pour les subventions sur les projets innovants. Il y a bien entendu l'État, la région, le département de TPM et la CCI du Var, avec laquelle il faudra qu'on travaille de façon très, très proche, beaucoup de proximité, pour une raison très simple, c'est que c'est la CCI en fait qui nous donne de la marge d'action, ou en tout cas une petite marge de flexibilité sur la CVAE, c'est-à-dire la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Et ça, voilà. Il me reste 1 minute, d'accord? Donc on veut retravailler sur les zones franches urbaines, c'est clair, en préservant principalement les logements, développer bien entendu les commerces, les services de proximité, réexaminer les contrats de délégation de services publics, vous n'imaginez pas les chantiers que ça va être, bien entendu, et travailler sur un tourisme durable, que les gens ne fassent pas qu'arriver pour prendre le ferry et repartir le lendemain soir. Des suggestions, on voudrait créer une marque, un label toulonnais, Made in Toulon, voilà, qu'on puisse effectivement franchiser auprès de certains commerçants,
recréer, parce que moi je n'étais pas là à cette époque, mais il paraît que ça existait une foire à Toulon. Oui, voilà. C'était il y a longtemps, André. Oui, tu étais encore à l'école, mais ça existait. Et dynamiser bien entendu les marchés, Lafayette, Mourillon, Pont-du-Lac. Et le Pont-du-Lac, on en a déjà parlé dans le cadre de l'alimentation, effectivement, en faisant appel aux producteurs et aux agriculteurs locaux. Voilà, j'ai dépassé d'1 minute le temps, mais je crois qu'il y a une question. Par rapport à la pêche aussi. La pêche, Je vais essayer de venir jusqu'à vous, mais je prends des fois. il y a l'activité de la pêche. Ça, c'est important. On est quand même un port. Et je vois que tu parles des agriculteurs. Ça, mais la pêche. Oui, sur la pêche, oui. Malheureusement, oui, c'est important. Alors ça, la pêche, je crois que ça serait important. Après, il y a, tu parlais des échanges avec l'Europe, des subventions européennes, etc. Mais il y aurait aussi des échanges, favoriser des échanges avec les villes du pourtour de la Méditerranée. Puisqu'on est une ville de la Méditerranée, ce serait aussi intéressant de favoriser des échanges économiques avec ces villes. On est tout à fait d'accord. Alors ça, on en a beaucoup parlé au niveau culturel, mais on peut effectivement en parler aussi au niveau Oui, économique. parce qu'il y a les chambres de commerce. Au Maroc, on met la chambre de commerce du Maroc, en Algérie, etc. Après, au niveau des écoles d'ingénieurs, on manque beaucoup d'ingénieurs en France. Hein. Donc, Oui. effectivement, il y a des écoles d'ingénieurs comme l'ISEN à Toulon ou à Yacitec à la Garde, mais une école d'ingénieurs municipale, un peu comme à Paris. À Paris, il y a une école d'ingénieurs de Paris, pour les enfants parisiens, pour les citoyens parisiens, qui a eu d'ailleurs plusieurs prix Nobel qui sont sortis de là. Et ça pourrait être aussi intéressant pour favoriser notre jeunesse. Je note l'idée, on notera l'idée absolument, mais ceci dit, si tu veux juste une petite remarque, si on se lance dans ce genre de projet, il faut être capable de proposer un cursus complet. Voilà, c'est-à-dire en fait avec le débouché derrière. Alors après, d'un point de vue argent, nous on avait pensé pas mal à l'accueil de la flotte des États-Unis. Il y a la 6e flotte américaine qui était avant à Toulon. Oui, mais il y avait plus. 20 000, il y avait quand même 20 000 militaires. Oui, et Chicago aussi, oui. Voilà, mais là, il y a des affaires là aussi. Ça peut être intéressant. Voilà, mais la flotte elle ne vient plus, hein. On a de temps en temps, effectivement, on a de temps en temps des corvettes italiennes, des petits avisos espagnols qui viennent, mais la flotte, voilà. Y a-t-il d'autres questions? Céline. Est-ce que tu peux nous faire une petite note sur Oui, ce que tu viens de dire? j'en ai une déjà. Et t'envoies à Jacques. Non, t'en fais pas. Merci. Céline. Peut-être aviez-vous noté, je l'ai déjà vu, mais pendant les travaux du groupe alimentation, pendant les travaux du groupe alimentation, on avait évoqué l'idée de relancer l'agriculture autour de Toulon, de refaire un anneau vert. Je l'ai peut-être pas vu. Je l'ai pas dit. C'est déjà fait. Okay, On en a parlé. Non, Céline, attends. Ta remarque est tout à fait bienvenue, mais on en a parlé notamment pour le marché du Pont-du-Lac. Hein, souviens-toi. Effectivement, de faire revenir sur le marché du Pont-du-Lac les producteurs de proximité. Voilà. On est allé plus loin, on avait imaginé alimenter les cantines scolaires, etc. Tu vois, Oui, j'ai pas tout mis. Hein. J'ai pas tout mis, mais il est évident que quand je parle aussi de renégocier les marchés de délégation de services publics ou les marchés publics, j'ai en tête, je ne sais pas si Jean-Jacques Azan est là, il n'est pas arrivé, mais j'ai en tête notamment effectivement tout le secteur de l'alimentation et des cantines scolaires. Ça va être un très gros morceau. Je te souhaite d'avoir à t'en occuper. D'autres questions? Oui. Tout à l'heure, vous évoquiez la question des incubateurs et j'ai pas vu dans la liste des partenaires TVT ni Interface qui sont déjà des agences installées. Et je ne sais pas si vous les avez rencontrés ou évoqués. On les a évoqués bien entendu pendant le groupe de travail, on ne les a pas spécialement rencontrés encore. Mais je suis tout à fait d'accord, j'aurais dû les mettre sur le résumé. Ce qu'il faut comprendre en 2 slides, je résume 45 pages. En fait, ce qui m'a étonnée, c'est juste de proposer le fait de faire un guichet unique d'aide à l'accompagnement à la création. Parce que j'ai l'impression que c'est un outil qui existe déjà et du coup, j'ai pas compris la différence entre ce qui existe et le futur. Alors, justement, Nicolas Rizzo pourra t'expliquer très très longuement, mais l'idée c'est que tu aies un parcours au sein de l'incubateur qui aille évidemment depuis l'idée jusqu'à l'accompagnement, la formation, la recherche, etc. et qui passe aussi par la création d'une activité économique, donc éventuellement le cas échéant la création d'une entreprise qui serait fournie par l'incubateur. Voilà, c'est un petit peu un système différent de celui qui existe actuellement. Une question, quelle est la différence entre un incubateur et une couveuse? Alors là, Nicolas, c'est à toi de répondre. La couveuse, en fait, elle couvre des entreprises déjà existantes. L'incubateur, non. Allez, je te laisse répondre, bien.
Et attention, si Nicolas prend la parole, on en a pour un quart d'heure. Donc c'est 1 minute. Bonsoir. Comment vous appelez? Oui, Nicolas, enchanté. La couveuse, c'est vraiment le bébé Landerneau. Hein. La couveuse, c'est on couve l'idée, quoi. Le germe, pour refaire un projet. L'incubateur, c'est quand on a déjà l'idée de projet. La couveuse, c'est avant l'idée de projet. Ben voilà une bonne réponse. Et après, l'accélérateur. Et voilà. Et par rapport à ce qui est fait aujourd'hui, TVT, ils accompagnent une partie sur la tech. L'interface, on le connaît bien. Mais on pourrait parler aussi de l'État patrimoine. Il y a plein de coopératives d'activité. Mais elles ne sont pas... Là, nous, on parle sur un champ qui est l'économie de la création. C'est-à-dire notamment les métiers d'art, le design, les arts décoratifs, l'architecture. Tout le pôle du Chalucé. Et oui, partie de la connaissance et de la créativité, il s'agit de mettre en symbiose, de faire travailler ces intelligences, ces compétences, des étudiants qui ont fini leur cursus, des futurs entrepreneurs, des pépites, sur cette économie-là. Donc en fait, TVT, il faut faire travailler ensemble tous les acteurs, bien sûr. TVT, et en plus, ils sont dans le même bâtiment. Enfin, quasiment. Et une partie de la... Voilà. Oui, il faut le préciser dans le programme. Une partie en fait de la réflexion de Nicolas, qui a beaucoup travaillé dans ce groupe, vient effectivement de l'échec relatif de la Villa Noailles. Et donc effectivement l'idée de séparer le design et la mode. Et nous, la partie design sur Toulon, bon, bah voilà, avec la design parade on ne sait pas où elle va aller, on a le sentiment effectivement qu'on est en train de perdre probablement une piste intéressante de création d'activités. C'est pas ça le design actuellement, c'est pas le design parade. C'est pas que ça. Non, c'est pas ça. Moi j'avais sur la question de l'incubateur juste une remarque, une notion qui me semblait un peu manquer, mais peut-être qu'elle est dans les 40 pages. C'est la question de la transition écologique et en particulier de quelles entreprises et quelle économie on veut créer et quelles entreprises on veut favoriser. Et je pense qu'on est un peu tous d'accord qu'on ne va peut-être pas favoriser les entreprises ou la création d'entreprises qui vont contribuer à détruire l'environnement et au contraire favoriser des entreprises qui vont contribuer à la transition. Comme je voyais l'IA, la robotique, etc., et qu'il est nécessaire de construire aussi un regard critique par rapport à notre vision de l'innovation, à la vision de l'innovation qui a aussi été construite à Toulon, notamment à travers ce que TVT soutient, et c'est une demi-critique, on va dire. Mais je pense que c'est un enjeu vraiment majeur de favoriser une nouvelle forme d'innovation à travers ces enjeux économiques, et quand on parle aussi de l'incubation sur la création, de remettre aussi en avant donc une création aussi qui puisse être durable et soutenable. Donc voilà, de réintroduire ces enjeux-là dans les questions économiques. C'est induit. Tu vois, on s'est même posé la question en fait lors d'une séance de travail, de se dire est-ce qu'on n'aurait pas intérêt effectivement à ce qu'il y ait un data center qui s'installe à Toulon. Voilà. Oui. Oui. Oui, et ils sont un peu petits quand même pour nos besoins. Pas d'autres questions? Bah, Jay, je te passe la parole alors. Je vais mettre en route ton... Bonsoir, comme on est à Toulon à commun et que Jay et moi on est issus des sports co, on va faire à deux voix. Je vais commencer par les constats et Jay finira sur les propositions. Voilà, on a fait un joli PDF très, très bien illustré. Non, c'est blague, on n'a pas eu le temps. On a quand même 5 minutes. Bon, j'ai même maintenant qui finisse la projection. Donc, l'objectif de notre réflexion sur le sport, c'est de faire du sport un outil de santé, d'éducation et de cohésion sociale. Le sport, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen, c'est un outil. La première question qu'on s'est posée, c'est Toulon est-elle vraiment une ville sportive? Et donc on a fait des recherches, notamment au niveau de l'INSEE, la réponse est non. Vous voyez le chiffre, je ne sais pas si on peut grossir un petit peu. Toulon se situe à la 60e place des villes par densité des équipements sportifs par habitant. C'est-à-dire que nous avons un gros problème en nombre d'équipements, mais également en termes de répartition géographique et également en termes d'utilisation. Ce qui ressort
assez largement de nos recherches, c'est qu'il y a un déséquilibre en termes d'investissement entre le sport professionnel et le sport amateur. Et il y a une grosse carence en faveur du sport amateur. Et si on regarde un peu plus en détail l'investissement entre les différents sports professionnels, il y a également beaucoup de choses à redire. Donc, des équipements qui sont illégalement répartis au niveau géographique, les quartiers, notamment populaires, qui sont assez faiblement pourvus en équipements sportifs, des équipements sportifs modernes, tels le Palais des Sports, qui sont super sympas, mais difficilement accessibles au commun des mortels. Je passe relativement vite parce que nous n'avons que 5 minutes. Et puis, il y a un aspect qui est très largement ressorti de notre recherche, c'est qu'il y a un gros problème dans le sport santé. Et quand je dis sport santé, c'est tout simplement les bénéfices du sport pour la santé. Et on pense notamment aux équipements, quand on pense au stade Léo-Lagrange, qui se situe à Fontré, situé en bordure d'autoroute, c'est-à-dire avec énormément de CO2. Est-ce que vraiment c'est le meilleur endroit pour s'oxygéner? La réponse est non. Il y a des études qui ont été faites non pas à Toulon, mais à Paris et Marseille. Et toutes les infrastructures sportives en proximité d'autoroutes sont évidemment extrêmement polluées, la qualité de l'air est extrêmement dégradée, avec un taux de CO2 notamment extrêmement élevé, des particules fines. Et donc il faudra qu'on réfléchisse à des alternatives. L'autre problème des équipements sportifs, et je pense, enfin vous pensez en particulier au stade, c'est que nous avons encore beaucoup trop de stades en synthétique, donc en plastique, avec notamment des microbilles. Ces microbilles sont des résidus de pneus extrêmement cancérigènes. Ils ont été interdits déjà dans les pays scandinaves il y a plusieurs années. En France, c'est le cas, et on a jusqu'à 2031, je crois, pour se mettre en conformité. En attendant, dans plein d'infrastructures, nous les avons, et une fois aux responsabilités, il faudra qu'on agisse très rapidement et très fort pour les remplacer. Les solutions alternatives, elles existent, comme par exemple les noyaux d'olive concassés, les graines de maïs également. Donc ça existe, il faut la volonté, il faut les moyens financiers, on aura tout ça. Voilà, pour le constat, et je laisse le micro à Jay pour les propositions. Alors, ce que nous défendons... Non, c'est un peu plus là. Donc, dans un premier temps, c'est favoriser l'accès aux activités de plein air liées aux caractéristiques de notre territoire, tournées essentiellement vers la mer et le Faron. En particulier, il faut vraiment engager une réflexion concernant le savoir nager, parce que Toulon est très mal doté en piscine. Par exemple, sur Montpellier, il y a une dizaine de piscines, sur Toulon, il y en a 3. Donc il faudra vraiment réfléchir à comment faire pour créer une piscine, ou au moins réfléchir à comment mettre des lieux d'apprentissage pour le savoir nager, et aussi favoriser et soutenir les activités nautiques. Il nous faudra aussi favoriser les activités physiques et sportives de pleine nature, tournées vers nos 2 monuments de la nature. Il nous faudra co-construire avec les habitants et les associations notre politique sportive. C'est parce que c'est important que dans notre projet, qu'il soit toujours partie prenante. Il faudra offrir un accès au sport partout, pour toutes et tous et à tout âge. Donc là, on a essayé de préciser, donc en développant l'inclusivité dans les pratiques physiques et sportives, c'est-à-dire l'âge, le genre, le quartier, les revenus et les situations de handicap. Flo, tu peux remonter, merci. Des équipements écologiques neufs ou rénovés, y compris pour rencontres et Mayol, et répartis équitablement sur l'ensemble du territoire communal et accessibles à tous, hors association. Donc ça aussi à y réfléchir quand c'est possible, c'est-à-dire des terrains où on n'est pas obligé d'être encadré pour pouvoir y venir. Une aide aux familles les plus démunies pour la pratique et l'accès aux grands événements. Développer l'école municipale des sports et sa coordination, parce que là on a l'impression que ça part un petit peu dans tous les sens. Renforcer le soutien aux associations locales avec une aide financière, avec une convention sur les objectifs négociés. Donc tout sera négocié avec les associations pour qu'ils aient une aide financière ou pas, et donc il y aura une évaluation de ce qui sera
produits par les différentes associations. Voilà nos propositions. 5 minutes. Les aléas du direct. Merci, c'est pas très inclusif votre truc. Même si vous avez parlé au détour d'une phrase du handicap, il y a toutes les études médicales montrent le bienfait du sport sur la santé pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes qui souffrent aussi de maladies chroniques. On n'est pas obligé d'être forcément en situation de handicap. Et donc là, même si vous en parlez un petit peu, je pense qu'il faut mettre l'accent là-dessus, en aidant notamment les différents clubs pour qu'il y ait des infrastructures, pour qu'il y ait des éducateurs spécialisés en sport santé, parce que le sport santé, c'est pas que pas être à côté de l'autoroute parce que ça pollue. Le sport santé, c'est vraiment des formations particulières et qui sont donc reconnues par les différentes fédérations. Ici, en plus, ici, il y a le pays du rugby quand même, il y a quelques clubs, il y en a 3 sur Toulon, au Mourillon, à La Valette, et puis je ne sais plus où. Il y en a 3 qui font du sport santé, du rugby santé en fait. Donc il y a plusieurs choses, et voilà. Donc, je pense que ce serait pas mal de développer ce genre d'aspect de pointe. C'est pas que je mette les personnes en situation de handicap devant les autres, hein. Mais d'ailleurs, ça déchangerait d'être devant les autres, ça me permettrait de marcher plus vite, mais bon, c'est déjà. Non, vous avez entièrement raison. Bon, la commande que l'on avait pour ce soir, c'était de faire 5 minutes, un document projeté assez court. Mais d'ailleurs, c'est un sujet qui nous sensibilise fortement. Nous avons rencontré il y a quelques semaines le président de l'association Sport Santé Toulon, Odo, que nous souhaitons bien soutenir une fois que nous serons aux responsabilités. Le sport, c'est ce qu'on a essayé de dire, alors peut-être que nous manquer de temps, peut-être d'éviter pour le dire, mais le sport c'est le haut niveau, c'est la compétition, mais c'est aussi et d'abord la santé, c'est renforcer sa santé et la garder. À l'université de la Garde, on a travaillé dans notre école avec des étudiants qui sont formés en STATS, et il y a des laboratoires de recherche qui ont été montés par des profs, où on travaille sur l'équilibre alimentaire et la santé, les pratiques sportives et la rémission après les maladies. Il y a des choses super intéressantes. Ce serait peut-être très intéressant de faire le lien avec la filière, de vous donner des gens, mais toi tu dois les connaître, je suppose. Juste brièvement quand même sur ce sujet sport et alimentation. C'est un vrai sujet, notamment dans le sport de haut niveau et dans la fréquentation des infrastructures sportives. Quand on est tout petit, les éducateurs disent aux enfants, si vous voulez performer, il faut bien manger. Mais ça a été dit, le sport, ce n'est pas que la compétition, ce n'est pas que le haut niveau. Nos ancêtres les Romains disaient, un corps sain, un esprit sain. Et le problème, c'est que quand on fréquente les infrastructures sportives pour voir un match de foot ou de rugby, et qu'on regarde l'alimentation, qu'est-ce qu'on boit? De la bière, qu'est-ce qu'on mange? Des chips. Il nous paraît absolument essentiel de lier la question de l'alimentation au sport, et notamment aux infrastructures. Alors, 2 choses. Il y a un sujet stade, comme vous savez, donc c'est sur vous que ça tombe. Une réflexion sur la manière dont nous, collectivement, à Toulon commun, on répond à ce sujet. Est-ce que la réflexion a été lancée? Est-ce qu'on peut avoir peut-être un partage d'avis sur le sujet? Et puis, deuxième point, on avait évoqué il y a quelques années, notamment avec Manu Trigo, le fait que dans les groupes scolaires, il y a des lieux de sport, des plateaux, des terrains de basket, de ci, de ça, qui à 4h30 s'arrêtent, qui sont fermés pendant les vacances et tout l'été, alors qu'ils pourraient être des lieux ouverts, ou en tout cas où il pourrait y avoir des activités. Est-ce que cet aspect-là, on l'inclut, on y réfléchit? Alors, il y a sûrement des difficultés, hein, mais ce sont des atouts partageables
autant les utiliser. Voilà. On a noté, hein, c'est l'ouverture dans de centres sans association, c'est-à-dire comment on peut l'ouvrir au public, tous ces espaces-là, comment on peut l'ouvrir. Donc il y a des hors associations ou avec des associations, mais essayer de trouver selon les endroits cette possibilité-là. Il y a des endroits où c'est possible. Évidemment, Mayol, c'est compliqué de l'ouvrir à tout le monde, mais il y a d'autres espaces proches dans les quartiers qui sont ouvrables, mais il faut trouver comment. Et concernant les stades, sur les réflexions de stade, sur les réflexions de stade, nous, il faut aller vers les réflexions de stade, et c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il faut se rapprocher des clubs et de la population pour voir ce qu'on fait sur, si la question c'était sur Mayol et vos rencontres, nous, il faut aller on a marqué, hein, c'est-à-dire qu'il faut que tous les stades soient rénovés, y compris Mayol et vos rencontres. Maintenant, réfléchir comment. Bon, là, ça, on n'a pas été plus loin. Par rapport au... Attends, on va là et après c'est Oui, bonsoir, excusez-moi. Donc en fait, j'avais une question par rapport à ce que vous avez dit sur les piscines. C'est vrai qu'il n'y a que 3 piscines et ça c'est regrettable. Mais en fait, il y a une solution, je pense que vous pouvez essayer de trouver une solution par rapport à ça. C'est que au Sabet, en fait, la plage de Sabet, ils ont mis des blocs pour faire une délimitation où les jeunes peuvent sauter, s'amuser, etc. Ce que que vous pouvez montrer comme une solution avant de créer des piscines, parce que ça prend du temps de créer des piscines, donc de trouver une solution plus rapide, donc de créer des délimitations de piscines à Morillon, au Sablette, dans tous les plages de Toulon. Et ça, ça peut être déjà juste pendant quelques temps, jusqu'à la réalisation des piscines, etc. Voilà, c'est une thématique. C'est ce qu'on a mis dans le texte, c'est-à-dire qu'il faut aller vers la création d'une piscine, mais aussi voir ce qu'on peut proposer dans la mer pour ce select. En lycée, à Rouvière, justement, il y avait ce problème-là. Ils ont réussi à faire un cycle de piscine au Mourillon. Mais bon, il faut réfléchir à tout ça, quoi. Ça fait partie de notre réflexion. Oui, bonsoir. Je me posais la question en entendant toutes les propositions, est-ce qu'elles sont reliées avec l'économie? C'est-à-dire, est-ce qu'elles sont pensées finançables? Ça, c'est très important parce que tout de suite, on va me poser la question, ah oui, une piscine supplémentaire, mais avec quel argent? Donc du coup, est-ce que ces propositions sont pensées faisables dans le financement? Oui, c'est effectivement une réflexion que nous avons eue, en sachant que quand on parle de piscine, et notamment de construction de nouvelles piscines, il y a 2 choses. Il y a la construction et l'entretien. Le coût de la construction est élevé, mais pas tant que ça. Ce qui coûte cher et qui fait qu'aujourd'hui la piscine de Pont-Marchand est fermée, c'est l'entretien. Et quand je dis entretien, c'est notamment les charges liées à l'énergie. Tout ça est possible si on inscrit Toulon dans la modernité. Et dans les éléments de modernité, il y a évidemment la transition énergétique. C'est-à-dire qu'il faut impérativement, et ça on l'a écrit noir sur blanc, à chaque fois que l'on pense la rénovation, la construction d'un nouvel équipement sportif. Il faut que d'un point de vue énergétique, il soit doté de solutions écologiques, c'est-à-dire sobre dans sa consommation et dans sa production avec des solutions durables. Il faut penser le présent en sachant que l'avenir, en termes de consommation énergétique, de production, sera pire en matière de pétrole notamment. Les coûts augmentent, l'électricité augmente. Donc il faut penser sobriété et développement durable. Justement par rapport à ces problèmes-là, à vous entendre, enfin ce que j'entends c'est vous parler de Toulon, est-ce qu'il ne faudrait pas élargir un peu le territoire à autre chose que Toulon? Vous parlez de la piscine? Les piscines, alors les piscines, il y a tout, sur l'ensemble du Var. Par rapport aux équipements, grosso modo coûteux ou... Il y a une partie des équipements à Toulon qui est déjà communautaire. Par exemple, le tennis, le palais des sports, la halle des sports, c'est aussi communautaire. Donc, mais il faudra tenir compte un petit peu de tout ça. Et effectivement, de toute façon, il faut globaliser toutes les actions qu'on va mettre en place. C'est pas simplement sur Toulon. Mais par exemple, la problématique de la piscine,
Il y a 12 piscines dans le Var. Dans le Var, il y a 12 piscines, alors qu'il y en a 12 à Montpellier. Donc il faut vraiment réfléchir à ça. Et c'est dit au niveau du gouvernement que c'est une priorité nationale, mais c'est pas possible de la réaliser. Moi, quand j'ai commencé à enseigner, j'emmenais mes petits sixièmes, ils avaient 1 heure de piscine dans l'eau à fond près. Là maintenant, mes collègues qui amènent des gamins de piscine, ceux qu'ils amènent, parce que très souvent, ils font des tests du savoir nager et ils n'amènent que ceux qui ne savent pas nager, c'est-à-dire que les autres les arrêtent de pratiquer, on en est à 1 demi-heure dans l'eau. 1 demi-heure dans l'eau. Parce que... donc il faut vraiment réfléchir sur ça. Mais effectivement, il faut globaliser. Il faut voir sur l'ensemble de tout grand commun. Encore par rapport au discours, quand vous comparez Toulon à Montpellier, même par rapport à l'eau, je veux dire, bon, à Toulon on a la mer, quoi. Donc c'est un petit peu dur à comprendre le lien, enfin disons la différence que vous faites en faveur de Montpellier par rapport à ça, quoi. En sachant qu'il faut quand même tenir compte d'un paramètre qui pour nous est absolument essentiel, c'est l'aménagement équitable sur l'ensemble du territoire communal et métropolitain. Je le dis parce que, en général, les projets qui sont gérés à l'échelle métropolitaine sont dits structurants. Ça veut dire quoi structurant? En réalité, c'est-à-dire qu'ils accaparent tout l'investissement public, ce qui fait qu'on a de beaux équipements au détriment d'un aménagement plus équitable au niveau territorial. Et il nous semble, si l'objectif c'est effectivement de démocratiser la pratique sportive, c'est d'avoir des équipements performants sur l'ensemble du territoire plutôt qu'un super méga équipement vachement joli, centralisé. Deux dernières questions rapides. Je sais, c'est pour ça que je te le dis. Je sais, tu peux laisser. Oui, moi sur ce sujet-là qui évidemment me passionne, je voudrais aborder très rapidement plusieurs sujets. D'abord, je voudrais que nous portions notre attention sur les rares espaces qu'il nous reste à Toulon. Et l'un des espaces, et c'est très délicat d'en parler, c'est le Pharon. Le Pharon est un espace dans lequel on peut trouver des endroits pour faire des espaces nature, des espaces d'expression sportive, voire des mini-stades, des choses comme ça. Je pense par exemple à l'ancienne carrière des Forçats qui est très facile d'accès. Je comprends toutes les difficultés que ça peut représenter de parler du Pharon, étant donné que c'est classé Natura 2000. Mais je pense qu'il y a là moyen de trouver des moyens de trouver des solutions, des procédures qui nous permettent de faire des choses raisonnables, bien entendu. Donc le territoire du Pharon est extrêmement riche en possibilités. Sur la question de l'accessibilité ou l'accès à la pratique sportive, ce qui gêne dans beaucoup de familles, c'est pas seulement l'absence d'associations suffisamment fortes, et il faut, que nous renforcions ces associations, ces clubs sportifs, notamment dans la formation des éducateurs et de l'encadrement, mais aussi ce qui empêche parfois l'accès au sport, c'est le coût, simplement, pour certaines familles, de la licence et de l'équipement. Et là, il faut qu'on travaille sur cette question, peut-être à travers un passeport sportif, quelque chose qui aide les familles à accéder à ça. On sait la capacité de formation du sport. Sur la question des piscines, moi je veux bien qu'on utilise la mer, mais ça veut dire que la mer, on peut l'utiliser pendant 2 mois dans l'année. Déjà que... Non, attendez, on amène des gamins. J'ai fait aussi la piscine avec la gamin, pas le savoir nager, la pratique d'un espace aquatique. Et c'est extrêmement difficile pour les gamins qui ont peur d'aller déjà dans une piscine. Alors imaginez dans la mer. Donc il faut se rendre compte que c'est très limité. Et pour moi, la solution, c'est vraiment de réfléchir à la question des piscines écologiques, bien sûr, les plus écologiques possible. Mais par expérience, je sais que c'est difficile. Sur la question des financements, c'est vrai
Il faut qu'on réfléchisse beaucoup à ces questions-là. Ceci dit, c'est vrai dans tous les domaines. Dans tous les domaines à Toulon. Nous, notre mantra pendant 6 ans, ça a été de dire qu'il fallait, réorienter les financements, les subventions, et 2, travailler sur la question des subventions, et 3, sur la question des emprunts. Donc voilà un petit peu ce sur quoi on s'oriente, sur les questions de financement. Ceci dit, il nous faudra mener un audit, très clairement, à notre arrivée à la municipalité, il nous faudra mener un audit pour savoir où on en est. Parce qu'il y a des choses qui sont assez opaques. Je vous rappelle par exemple que l'argent pour le BHNS ou pour le tram, on ne sait pas combien il en reste, on ne sait pas combien il a été dépensé, on ne sait pas où il est, et on ne sait pas à quoi il a été utilisé. Tout ça, c'est dans l'opacité totale. Et le reste, dans les autres domaines, c'est pareil. Donc il faudra le faire. Et enfin, non, mais si, le sport professionnel, si. Oui, Magali, mais moi je pense que les personnes ici veulent nous entendre dire notre avis sur le Sporting Club de Toulon et sur RCT. Non? On passe? Donc, et c'est essentiellement sur la question. Alors, le RCT d'abord. Le président vient d'annoncer qu'il faut absolument un stade de 30 000 places à Toulon. C'est pas notre premier objectif. Donc on ne s'engage pas sur la construction d'un stade de 30 000 places. Michel Bonus fait la proposition de construire un stade de 30 000 places au Vallon du Soleil. Vous allez sur Internet, vous regardez le Vallon du Soleil, c'est une zone inondable. Il faut faire des propositions sérieuses. Donc attention à ce domaine-là. Le RCT ne remplit pas Mayol à tous les matchs, il ne le remplit pratiquement jamais. Autre chose, c'est d'améliorer le confort du stade, l'attractivité, l'accessibilité du stade, d'améliorer les abords. Et là, on a des projets, mais on les dévoilera plus tard, sur tout ce point-là. Sur la question du Sporting Club de Toulon, on l'a dit et redit, Toulon mérite un grand Sporting, mais le Sporting mérite un grand Toulon. Il faut qu'on fasse quelque chose sur cette question-là. Nous sommes très clairement pour... Je salue les supporters. Nous sommes très clairement pour un changement de propriétaire. Et nous ferons pression pour qu'il y ait un changement de propriétaire. Bien sûr, on va nous dire c'est une société privée et il met beaucoup d'argent. C'est ce que nous raconte la municipalité depuis des années. Mais nous sommes très attentifs à cette question-là. Sur la question du stade de vos rencontres, c'est pareil. Je suis allé au dernier match, il y avait 250 spectateurs. Sur un stade de 6800 places. Donc on est très loin de le remplir. Pourtant, là aussi, notre proposition n'est pas évidemment de construire un nouveau stade, mais d'améliorer le confort de ce stade-là, et notamment de refaire la tribune murale. Tout ça, je passe sur les détails. J'ai fini, et il y a une... Oui, justement, par rapport au RCT, il y a beaucoup d'argent qui est... Enfin, il y a des subventions au RCT, puis il y a des petits clubs. Il ne faudrait quand même pas que ça soit au détriment des petits clubs, parce que la jeunesse toulonnaise, elle a besoin pour faire du sport, d'infrastructures, et ça doit pas être... Et si le RCT, il prend tout, qu'est-ce qu'ils font nos jeunes? Donc là, il y a un problème. En tout cas, il faut en discuter, quoi. Ça m'interroge toujours, cette affaire. La dernière question, ici. Sur les subventions, je peux dire un mot sur les subventions. Bon, excusez-moi, je fais vite parce que je suis hierois, je viens de hier, avec le car, vous comprenez que le problème de transport était jusqu'à Diaken, le 3 quarts de promenade. Je me suis perdu, excusez-moi. Donc je prends la main que maintenant. Je ne sais pas si Agali a évoqué le sujet, parce que j'en ai parlé vite fait. On parle du sport, c'est sur le sport? Non, c'est pas quoi. Non, c'est sur le sport. On finit sur le sport? Et je ne pourrais pas parler après. Oui, bien sûr. On finit sur le sport. Il y a des questions sur le sport, encore une, parce qu'il faut absolument qu'on passe à la suite, sinon on ne s'entendra pas. Oui. Sur le sport? Vous avez parlé d'une piscine montable à Saint-Elme, mais elle est démontée dès qu'arrive la mauvaise saison. Et Saint-Elme, c'est une plage des Sablettes, donc qui en principe relève de l'autorité de la municipalité sénoise. D'autre part, vous avez parlé de la piscine nord.
c'est la piscine qui est près du collège du Pain d'Alep. C'est la piscine du Pain d'Alep. Elle n'a pas changé depuis que je suis jeune au niveau de sa capacité. Elle est pourrie. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis simplement que s'il y a une proposition pour desservir ces quartiers très peuplés du nord de Toulon, il faudrait peut-être envisager de l'élargir et de la reconstruire. C'est en face de l'ancienne hosto pour convalescents de la marine, là, et il y a beaucoup de cars qui amènent des populations scolaires qui sont au-delà des écoles primaires et des collèges, collège du Pain d'Alep, qui est un collège à 750 au moins. Donc la proposition que l'on pourrait retenir, ce serait l'élargissement et la modernisation de la piscine du Pain d'Alep. Merci. Je vous propose que nous clôturions le sujet. Alors, ce que je vous propose pour frustrer personne, d'abord merci à la belle équipe là, qui a travaillé. Pour ne frustrer personne sur cette question du sport, s'il y a des contributions complémentaires, vous avez identifié les animateurs du groupe, Jay et Peir. Tout à l'heure, on partagera un gâteau des rois. Vous allez tout de suite vers eux. Et ils ont un gâteau pas des rois, surtout pas des rois. Et donc comme ça, ils vous donneront leurs coordonnées, on pourra enrichir. Et vous pourrez relire à tête reposée. Mais on va passer à la suite. La suite, c'est jeunesse. Alors, on passe au groupe jeunesse. Et comme c'est Florian qui a 5 minutes, il va falloir quelqu'un pour relayer Florian. C'est toi qui relais, tu fais le passage de micro ? En 5 minutes, hein, on est d'accord. Hein. Et qui c'est qui s'occupe du micro, puisque Florian va être occupé. Voilà, super. Donc, là, vous avez, parce qu'on a fait senior, on a fait éducation, donc qui est le scolaire, mais il faut oublier aussi la jeunesse qui est notamment qui est le plus souvent oubliée ou inclus dans l'éducation. Là, donc c'est la jeunesse, donc c'est 12-25 ans. Donc c'est aussi un public très important et que nous on ne veut pas oublier, et on a justement fait un gros groupe de travail pour eux. Et donc on a 5 grands axes adaptés aux réalités des jeunes Toulonnais et Toulonnaises, favoriser l'insertion et l'autonomie dans son ensemble, valoriser et renforcer l'engagement, une stratégie concertée et durable et une cohérence territoriale. Je vais, diapo suivante, je vais expliquer ça rapidement. Donc auprès de 6 grands axes: emploi, formation, logement, autonomie, culture, sport et citoyenneté, engagement, participation et vie associative, protéger, prévenir, accompagner le bien-être et la santé mentale, et la mise en œuvre et la gouvernance justement donc, de cette politique de jeunesse. Suivant. Donc emploi et formation, faciliter l'insertion professionnelle des jeunes. Donc on sait que l'emploi c'est un facteur et c'est même un problème de plus en plus pour les jeunes, et donc on propose notamment à la mise en place d'un guichet d'information municipal, des partenariats donc avec des organismes, des centres, donc des CFA, un atelier préparation à l'emploi, et la promotion, une réelle promotion de l'alternance et de l'entrepreneuriat pour les jeunes, qui peut justement favoriser l'insertion. Le logement et l'autonomie, quel sujet aussi. Donc là d'abord, notre aussi point info pour informer tout ce qu'il peut y avoir comme possibilité et aussi comme aide, etc. Le développement donc, de résidences de jeunesse et de logement intergénérationnel. Tout à l'heure on disait qu'il y avait des transversalités, en voilà une autre de lier plusieurs générations, avec qui peut apporter, on le sait, plein de points positifs dans la vie de chacun. Un soutien aux démarches d'autonomie, donc budget, santé,
mobilité on revient à la gratuité des transports jusqu'à 25 ans et à la création d'un point info jeunesse. Centre-ville avec des horaires élargis, plus que ce qu'elle est aujourd'hui, en intégrant bien sûr les sujets du logement, de la mobilité, l'accès aux soins et l'accompagnement juridique. Et moi, on pense à tout. Culture, sport et citoyenneté, ça fait le lien avec le reste en partie. D'abord, la culture, à l'obligation du place jeune métropole, donc pour donner accès à des diverses activités sportives, culturelles et de loisirs. Un dispositif vie, vacances, donc ça a été un petit peu mis en place, on voudrait le mettre et le développer et à Toulon. La création d'un conseil municipal des jeunes avec un budget participatif, un des moyens justement aussi pour essayer de amener ou de ramener la jeunesse à s'intéresser à la vie de la ville et donc à la citoyenneté. Une maison des jeunes en centre-ville avec des espaces dédiés dans du mobilier et une gouvernance participative. Là aussi pour les intéresser à la vie d'une ville et à la vie en communauté. Engagement, participation et vie associative, donc soutenir l'initiative associative et l'engagement des jeunes. C'est pareil, un soutien d'abord logistique au niveau des jeunes, donc un lien avec notamment la FDVA, une cartographie numérique des besoins en bénévolat et un soutien aux services civiques. Donc, et aux jeunes ambassadeurs aussi de la vie associative. Suivant, s'il te plaît. Donc là aussi au niveau de la prévention, du bien-être et de la santé mentale, donc une éducation à l'empathie qui passe donc par une sensibilisation au harcèlement, en collaboration évidemment avec les écoles, les familles et les associations. Ça peut commencer à cet âge-là malheureusement. La mise en place d'un acteur de santé dans la maison de la santé avec un autre avec le point info jeunesse et une orientation santé là aussi pour vraiment renseigner au mieux et que les jeunes savent à qui s'adresser pour leur venir en aide si besoin. Et un renforcement de la prévention santé spécialisée et des éducateurs de rue dans les quartiers. Donc là, on touche aussi la sécurité. On veut vraiment mettre en place des personnes qui justement sont issues de ces quartiers, qui connaissent le quartier et donc justement qui peuvent donc après faire de la médiation, etc. Et donc la mise en œuvre, donc pour cela, une évaluation annuelle des actions avec un indicateur de réussite, mais avant tout j'ai oublié quelque chose, c'est que cette mise en œuvre soit gérée par un élu délégué à la jeunesse, et donc qui soit en coordination avec les différents secteurs que l'on a vu précédemment. Après, donc, pour cela, donc, une concertation permanente avec les acteurs éducatifs et sociaux, mobiliser des financements publics et privés, bien sûr. Donc, en première mesure, on voit donc la mise en place de ce conseil municipal de la jeunesse et donc la mise en place de maisons des jeunes. Il y en a une ou deux, bon, c'est pas trop une, mais on va vraiment développer ça parce que c'est pas normal qu'il y ait si peu de locaux pour que les jeunes puissent se retrouver, échanger, connaître et créer. D'échange à partir de maintenant. Marie fait les allers-retours. Le groupe éducation va pouvoir, le groupe jeunesse va pouvoir intervenir et compléter. Je voulais remercier le groupe jeunesse qui a travaillé dans un temps super réduit pour faire un très beau travail et à travers Florian, l'ensemble des copains, Cassie, Hugo, qui étaient là dans le groupe jeunesse, Charlotte, etc., etc. Je ne sais pas qui j'oublie, mais en tout cas, c'était voilà, un grand plaisir de travailler avec vous. Évidemment, c'est un petit aperçu des propositions qu'on a, donc c'est vrai que c'est difficile de résumer tout en 5 minutes. Oui, il y a quelques années, à Toulon, il y a eu un souci pour l'alimentation des enfants.
notamment dans les cantines. Je pense à ce qui s'était passé dans des écoles comme en dessous les Tours Sainte-Catherine. Donc, et puis on voit souvent des files d'étudiantes à la télévision qui mendient entre guillemets au restaurant du cœur, etc. Enfin, on les voit, j'ai des copains qui sont au resto du cœur, je vois ce qui se passe. Est-ce que il serait intéressant pour aider notre jeunesse toulonnaise de penser à ce budget alimentation pour que chaque enfant du collège, même jusqu'à l'université d'ailleurs, puisse manger au moins un repas le midi. Voilà, je vous pense. Donc justement, ça fait partie, donc ça n'a pas pu apparaître, il fallait faire aussi un peu. On a l'idée de mettre en place un chèque alimentaire pour justement ces personnes qui n'ont pas forcément la possibilité de se nourrir, et donc donc pour les étudiants, et là du coup c'est vraiment le public 12-25 ans. Voilà. Et voilà ce qu'on a en tête pour cela. Et excusez-moi, vous avez parlé du guichet emploi et formation, mais le problème, c'est que j'ai même posé cette question-là par rapport au problème d'emploi pour les jeunes, donc les étudiants, les lycéens et tous les jeunes de Toulon, parce qu'en fait, il n'y a pas d'employeur. Honnêtement, j'ai eu M. Renaud Muselier, où j'ai pu parler avec lui, qui est le président de la région sud, et évidemment, il ne m'a pas répondu. Il a totalement évité la question, et bon, ça c'est une parenthèse. Mais pour revenir à vous, dans Toulon, moi-même qui ai essayé de trouver un emploi, parce que je veux aussi me faire un peu d'argent de poche, je ne peux pas rester sur mes parents toujours. Je suis lycéen, et c'est très compliqué. Honnêtement, de trouver un emploi à côté des cours, donc que ce soit samedi, parce que légalement, ils disent qu'on a le droit à 16 ans de travailler, mais dans la vraie vie, c'est différent. Et c'est ça que moi je voudrais savoir, et pour pouvoir aussi participer. C'est ça, trouver une solution réelle à ce problème-là. Justement, on est conscient de la difficulté que c'est pour trouver un emploi. Justement, ça fait aussi le lien avec le fait de se rapprocher dans des structures comme la CCI pour être vraiment plus proche, donc de travailler en corrélation entre nous. Et puis c'est aussi pour ça qu'on propose de mettre en relation et de développer le système de l'alternance et de l'entrepreneuriat pour essayer justement donc de amener plutôt les jeunes dans le milieu du travail, d'abord c'est possible dans ce format-là, et vu qu'il y a quand même l'expérience qui aura déjà été là, du coup d'essayer de par ce biais-là aussi de favoriser après plus l'emploi. Oui, alors il y a les jeunes de Toulon, et puis il y a aussi tous les jeunes, les étrangers qui arrivent, les jeunes étrangers qui arrivent sur Toulon. Eh bien, une auberge de jeunesse, elle n'existe pas. Voilà. On en a parlé aussi. Il y a aussi des pages de... On voit des tas de jeunes avec leur sac à dos, qui errent l'été dans les rues de la ville, qui cherchent un logement. Voilà, donc une auberge de jeunesse serait vraiment sur Toulon la bienvenue. Excellent. Oui, d'abord je voudrais préciser par rapport au monsieur qui a parlé de l'alimentation dans les écoles, les cantines, ça dépend effectivement de la mairie, mais nous avons déjà longuement traité ce sujet. Là, quand nous parlons jeunesse, nous ne parlons pas des enfants de moins de 12 ans, nous parlons au contraire de la tranche d'âge des préadolescents, 12-15 ans on va dire, et des mineurs 12-18 ans, et puis des jeunes adultes qui ont besoin encore d'être soutenus et accompagnés. Donc si ça est précisé, quand on parle de jeunes, de jeunesse, c'est 17-18 ans ou 17 ans, parce que là ce sont des mineurs, et puis après les jeunes adultes 18-25 ans. Alors on a beaucoup parlé de sport. Moi, avec des jeunes de mon quartier, nous avons créé il y a quelques années la maison des jeunes Barbès-Valbourdin, je ne sais pas si vous avez entendu parler, et nous avions créé un ticket qui s'appelait Sport Culture. Donc les jeunes, ils voulaient faire du foot, ils voulaient faire de la voile, du cheval, du karting, mais nous avons fait aussi des visites d'exposition sur le festival de théâtre d'Avignon, etc. Voilà. Donc Sport Culture, ça doit être lié. La citoyenneté, je viens de dire le mot, oui, il s'agit de maison au pluriel des jeunes, parce qu'en centre-ville, mais dans les quartiers,
Hein, voilà. Le centre-ville est déjà bien équipé au point de vue culturel. Ce qui manque, c'est dans les quartiers qui, eux, sont désertifiés. Florian l'a dit, les jeunes, la jeunesse, ils sont délaissés. C'est une tranche d'âge qui est délaissée. Vous voyez, l'éducation nationale s'occupe des petits-enfants à la maternelle, des enfants un peu plus grands à l'école élémentaire. Et la mairie s'occupe du temps de loisirs de ces tranches d'âge, avec les centres aérés, maternelles, élémentaires, etc. Pour les préadolescents et les jeunes adultes, il n'y a rien. L'école, l'éducation nationale s'occupe d'eux avec les collèges, les lycées, les centres d'apprentissage, etc., les écoles de la deuxième chance, mais pour les loisirs éducatifs et encadrés, ça n'existe pas. Donc c'est ça qu'il faut qu'on crée, et les maisons des jeunes, c'est ça. Alors, tu as parlé il faut des espaces dédiés, oui, on l'a déjà dit dans ce document qui a été produit par Toulon en commun, du mobilier, oui, mais il faut aussi du matériel adapté aux jeunes, hein, c'est-à-dire billard, baby-foot, roller, etc., table de ping-pong, et il faut aussi, et surtout, il faut du personnel professionnel formé. Il existe aujourd'hui des formations sérieuse. Non, on ne peut pas animer des jeunes adolescents et préadolescents comme ça, au pied levé, à rien qu'avec des bénévoles. Donc il faut, pour animer une maison des jeunes, et là je parle par expérience, il faut des adultes bénévoles du quartier et des animateurs professionnels du style BTEP, BPGEPS, etc. Voilà. Oui, juste une phrase encore. Deux phrases. Premièrement, dans ces maisons de jeunes, il faut une vie statutaire vraie, c'est-à-dire avec une élection du conseil d'administration et du bureau, parmi les adhérents jeunes et les adultes bénévoles du quartier. Et quelque chose qui a été dit, oui, il faut faire l'évaluation annuelle des actions pour corriger si nécessaire les actions que nous ferions, et puis il faut faire tout de suite le diagnostic pour implanter où et quand des maisons des jeunes, et là nous avons déjà une réponse. Les anciens, les foyers d'anciens, les clubs de retraités, il y en a une quinzaine à Toulon, et il y en a au moins 3 ou 4 à notre connaissance qui ne fonctionnent pas du tout. Parce que les anciens, ils ne sont plus là, ou ils n'ont plus envie de faire ce genre d'activité. Donc on peut, sans faire du tout d'investissement financier considérable, on peut tout de suite occuper ces locaux municipaux qui existent et en faire des maisons des jeunes dans les quartiers. Oui, le CIR. Voilà, je voulais dire que la Banque alimentaire a ouvert un guichet pour les étudiants et je peux vous dire qu'il y a la queue. D'autre part, je fais du bénévolat dans un accueil de jour pour SDF. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de jeunes à la rue à Toulon. Il y a des mamans avec bébés à la rue à Toulon, il y a des gamins à la rue. C'est insupportable. C'est justement pour ça qu'on voudrait essayer de faire le maximum qu'on aura des capacités au niveau justement insertion dans son ensemble professionnel, mais aussi sa insertion dans la vie. Donc le logement, ça passe par là aussi. Une dernière question sur cette thématique. Un dernier thème avant la pause. Je suppose que vous l'avez noté quelque part, parce que là c'était rapide, mais quand je t'ai entendu parler, j'ai pensé planning familial, prévention de la maltraitance, sexualité des jeunes, etc. Vous avez bossé avec le planning familial? Justement, ça rentre dans la partie bien-être et santé, santé mentale. Je pensais handicap aussi, je le fais de la part de la copine Fabienne qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps, où un jeune handicapé, il est sorti de l'école, il n'a pas de formation, il n'a rien du tout, il n'a pas de loisir non plus, il n'a rien du tout, quoi. Mais strictement rien. C'est super important. Handicap et maladie chronique. Oui. Il y a les deux. Ouais. Merci. Tout à fait. Allez, c'est la dernière. Ouais, d'accord. Pour revenir là-dessus, je pense que les CIL pourraient être quand même transformés et revus différemment. Pour pas que ce soit uniquement des petits machins d'intérêt local qui concernent quelques personnes qui se réunissent de temps en temps, mais que ça devienne vraiment des maisons de quartier où effectivement les jeunes pourraient venir, auraient leur mot à dire aussi là-dedans, où il y aurait effectivement des activités pour eux, etc. Le CIL, ça peut être un bon point d'ancrage dans le quartier et être revu sous un autre angle et très différemment.
Ça peut être une possibilité. Je vous propose qu'on clôture. Alors la même chose pour tous ceux qui sont frustrés. N'hésitez pas à aller voir Florian et on apportera des contributions à l'ensemble du groupe qui est tout à fait ouvert à améliorer. Absolument. Moi j'ai noté les bonnes idées du groupe. Même aussi par mail ou par téléphone. Voilà, Florian, peut-être que tu te postes tout à l'heure pendant la galette républicaine et on pourra comme ça te contacter, avoir tes coordonnées. Allez, c'est le dernier et on pose après. Hein, courage, on se fait une petite 10 minutes ensuite de respiration. Nadia? Logement. Comme quoi vous voyez que tous les sujets sont transversaux, on revient encore là, logement. Alors, le constat, le logement, ce que subissent les Toulonnais et Toulonnaises. Alors, on se rend compte bien évidemment que Toulon, une ville chère, avec un parc privé dégradé. Toulon, une production de logements sociaux très insuffisante. Toulon, une ville avec un parc de logements trop peu adapté au vieillissement de ses habitants et au changement climatique. Donc on s'est attaqué, vous le comprenez, à plusieurs dimensions en réalité. Hein, parce que le logement et habiter la ville, ça ne se limite pas à une problématique, à un type de population. Sur Toulon, tout est problématique en réalité pour la question du logement. Les propriétaires ont des difficultés, les locataires ont des difficultés, qu'ils soient dans le parc privé ou le parc public, tout est problématique. Alors, le premier point, c'est la question, l'orientation générale. Notre objectif, c'est faire en sorte que les Toulonnaises et les Toulonnais déjà puissent rester à Toulon et vivre dignement dans des logements de qualité pour ensuite pouvoir s'épanouir dans la vie. Parce que le logement, on le sait, c'est une des sécurités fondamentales du citoyen. Alors, premier axe. Premier point abordé, premier point proposé surtout, c'est réduire le coût du logement pour les Toulonnais et Toulonnaises. Cela passe par la mise en place de l'encadrement des loyers. Donc ça, c'est un point qui est très très important et qui peut avoir un résultat assez positif. Deuxièmement, mettre en place un dispositif anti-location de courte durée. Et cela s'adresse spécifiquement aux locations Airbnb, qui malheureusement portent énormément de préjudice au niveau de l'accès à la location pour de nombreux et nombreuses Toulonnais et Toulonnaises. Ensuite, on a limité la transformation d'usage de logements en bureaux dans les étages de centre-ville. Puis, majorer la taxe sur les résidences secondaires, c'est-à-dire passer de 40% au lieu de 20% aujourd'hui. Ça veut dire aussi que ça crée des ressources supplémentaires pour pouvoir soutenir d'autres aspects problématiques dans le logement. Alors, deuxième axe, la question du logement social, qu'on associe à l'accession sociale à la propriété, parce qu'en réalité, dans le logement social, il y a deux problématiques. Il y a la problématique de la qualité du logement social, de l'accès au logement social, mais il y a aussi la problématique de sortir du logement social. C'est-à-dire que le logement social, ça peut être un moment dans une vie, et si on est soutenu pour devenir propriétaire, eh bien, on permet de libérer du logement social. Donc, premier sujet, renforcer la servitude de mixité sociale, c'est-à-dire faire en sorte que les investisseurs immobiliers privés soient davantage contraints à construire du logement social lorsqu'ils ouvrent une résidence, etc. Actuellement, la contrainte n'est pas suffisamment forte et donc il n'y a pas suffisamment de logements sociaux construits dans des zones où on ne fait pas que du logement social. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est ça la mixité sociale. Deuxième point, proposer du logement abordable, cette fois à l'achat, pour que des personnes qui ont des petits revenus et puis qui petit à petit ont réussi à économiser puissent accéder à la propriété, mais dans des conditions favorables qui leur permettent justement de faire ce passage-là qui aujourd'hui est inaccessible pour beaucoup. Et développer l'intermédiation locative, c'est-à-dire faciliter les relations
entre le propriétaire et le locataire de façon à ce que ce soit plus fluide et que eh bien, les choses se passent mieux, garantir les loyers, soutenir le propriétaire dans ses démarches notamment d'amélioration de l'habitat, etc., etc. Ensuite, le logement, notre priorité pour tout le monde et tout le monde. Donc, cela passe également par l'adaptation de logements au changement climatique et quelquefois à la perte d'autonomie. Alors, on a pensé à la création d'une agence locale de l'énergie et du climat de la métropole de Toulon. Développer les écoquartiers. Renforcer également les aides à l'adaptation à la perte d'autonomie par une majoration de l'aide, dispositif existant, le bien chez soi. Puis le développement des solutions intermédiaires entre le logement et la résidence médicalisée pour les personnes en perte d'autonomie. Donc, résidence autonomie, habitat partagé, comme la maison Marguerite ou bien des habitats intergénérationnels. Voilà, on en a parlé tout à l'heure, entre le moment où on vit chez soi dans de bonnes conditions et le moment où on est totalement dépendant, en réalité, il y a plein de paliers. Et il y a plein de moments où on peut continuer à bien vivre dans un logement si on est accompagné et si on a le logement qui est adapté à sa situation. Alors, on termine avec une question qui est centrée plutôt sur le côté urbanisme. Dans les quartiers QPV, quartiers prioritaires de la ville, il y en a 10 à Toulon, c'est énorme. Eh bien, il nous semble qu'il y a un outil qui s'appelle le contrat de ville, et cet outil, il demande qu'il y ait plus d'implication des habitants et que les habitants sont davantage acteurs. Or, c'est quelque chose qui n'est pas du tout fait dans la ville. Donc pour nous, c'est un levier pour que les habitants se réapproprient leur quartier. Et puis, eh bien, il y a des contraintes pour les bailleurs sociaux et aujourd'hui, elles ne sont pas respectées, par exemple en matière de gardien, d'entretien, et ça pourrit la vie des locataires et pour nous, ce n'est pas admissible. Et puis pour le reste de la ville, eh bien, il y a des facilitations à faire pour améliorer l'habitat, notamment, vous l'avez peut-être entendu ce matin, la mesure du permis de louer devient encore plus importante, elle peut être mobilisée davantage, et ça permet d'autoriser des propriétaires à louer que si le logement, eh bien, il est de qualité. Et arrêter de faire en sorte que des marchands de sommeil puissent exploiter des locataires. Mettre en place des opérations programmées d'amélioration de l'habitat. Alors là, il y a plusieurs dispositifs nationaux soutenus par des tas de solutions à toutes les échelles, régionales, nationales et européennes. Nous, on pense que des quartiers comme Saint-Jean-du-Var et le Pont-du-Las pourraient bénéficier de ces dispositifs. Et puis, on a aussi deux gros sujets sur lesquels il faut, selon nous, absolument se mobiliser pour un nouveau programme national de renouvellement urbain, comme ça a été fait dans le centre-ville. C'est Pont-Caral, d'une part, qui est une sorte de porte d'entrée de la ville quand on arrive côté ouest et qui donne une image désastreuse de la ville. Et puis, la Beaucaire, qui est aussi un lieu de forte concentration du logement social, où les gens ne vivent pas bien aujourd'hui, et sur lequel il faut absolument s'appuyer sur eux. Je donne ces deux exemples-là, mais il y en a plusieurs autres. C'est en tout cas une priorité pour nous, voilà, avec des solutions diverses. Voilà, on est à votre disposition pour poursuivre la réflexion, compléter. Heureusement, il y a les copains de groupe logement qui vont pouvoir nous aider, surtout ceux qu'on ne sait pas, notamment les sigles. Voilà. Oui, je voudrais faire quelques observations si vous me permettez. La première concerne les bureaux. Moi, je veux bien qu'on enlève les bureaux du centre-ville, mais si, c'est un peu ce qui est écrit, c'est le premier étage du centre-ville. C'est vraiment à discuter cette mesure, parce que si on ne les met pas au centre-ville, on les met où? Première question. En sachant que les gens qui sont là, ils travaillent, à midi, ils mangent. Si les centre-ville, il faut fonctionner une économie. Si on les met en périphérie, ça va poser de gros problèmes au niveau des transports, etc., en termes d'infrastructure, etc. Première remarque. Là-dessus, j'ai une certaine réserve qui mériterait, je pense, un approfondissement. Deuxième sujet, il ne faut pas se tromper sur l'analyse de la situation. La population toulonnaise est globalement stable. Elle est aujourd'hui, chiffre de l'INSEE, au niveau de la population de 1975. En sachant que Toulon a été une des rares villes de France à la perdu de sa population entre 1975 et 1999. Elle augmente depuis 2016 et elle augmente assez largement depuis la crise de la Covid. Premier point. La population augmente, mais donc
relativement peu. Ce qui change par contre foncièrement, c'est l'évolution sociologique de la population. Contrairement à ce qui se faisait avant, les ménages sont de plus en plus petits. Les foyers se composent majoritairement d'une personne à Toulon. La part des ménages de 2 ou 3, voire plus, est minoritaire. Autrement dit, nous avons besoin, plutôt que de construire, c'est de réaménager le logement existant. Juste un chiffre de l'INSEE, le taux de... seulement 31% des logements existants ont une occupation normale. 68% sont inadaptés et donc sont sous occupation. Ça veut dire quoi? Il faudrait que, avec les logements existants, on les réorganise pour en faire davantage. Cela a un effet bénéfique, notamment écologique, ça n'en touche absolument pas à l'emprise foncière. Voilà. Donc je pense que c'est une mesure dont il faudrait tenir compte, au moins approfondir. Ok. Voilà. Et dernière remarque, ce qui existe au Pays Basque, on l'avait dit en conférence, et je pense qu'il faudrait qu'on s'en inspire, c'est qu'à chaque fois qu'un propriétaire met en circulation un Airbnb, il soit dans l'obligation de commercialiser un logement à l'année. Ouais, on l'a mis ça. Ouf, ça on l'a fait. Yes. Tout à fait d'accord sur la réorganisation des logements existants parce que y a les deux en fait. Globalement, le parc social existant est inadapté à la demande. Voilà. Et donc, il y a des reconfigurations à penser parce qu'effectivement, on a des personnes seules qui chauffent des mètres carrés pour rien et qui évidemment s'en plaignent. Il y a des familles monoparentales de plus en plus, notamment des femmes seules. Et là, il faut penser aussi à un logement où on se sente bien. Et ça nécessite sans doute des adaptations. Donc, il faut qu'on creuse. Et puis, l'histoire des bureaux... on va creuser parce qu'il y avait des sujets, notamment on voit des bâtiments entiers en cœur de ville complètement éteints à partir de 17h, c'est quand même aussi triste. Et en matière de vie du centre-ville, c'est quand même une question. Donc voilà, il y a sans doute une ligne médiane à trouver. Voilà. Oui, j'avais pas de question, mais c'est l'intervention précédente qui me fait réagir. Faut se méfier des statistiques globales comme ça, parce qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux statistiques. Une seule personne par foyer, à mon avis, ça dépend des quartiers, quoi. Donc il y a quand même tout ça. Regardez, il ne faut pas partir comme ça et définir une politique de la ville par rapport à des statistiques globales. Je pense qu'il faut absolument affiner, parce que là, moi, je suis complètement en désaccord avec ces statistiques globales, quoi. Merci, je pense que c'était le sens du propos de Peyre, c'est-à-dire d'aller un petit peu plus loin et de prendre, d'avoir une mesure fine pour répondre en conséquence. Voilà. Pour aller un peu dans ce sens-là que vient d'être dit, il ne faut quand même pas que ça se fasse au détriment des familles nombreuses, parce qu'il faut encourager aussi les familles nombreuses qui sont d'ailleurs, d'un point de vue financier, les plus défavorisées. Parce que quand on a 2, 3 enfants élevés, voire 4 ou 5, ça coûte beaucoup d'argent. Donc il faut quand même aider aussi ces familles nombreuses. Il ne faut pas les oublier. Oui, tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, c'est une des problématiques. On est allé à la Beaucaire rencontrer des familles. Il y a une énorme difficulté qui est liée au problème de la mutation. On arrive dans un appartement à la Beaucaire, on est un couple avec un enfant, on a la chance d'avoir une belle famille ensuite, et on est assigné à résidence avec les contextes et les conditions de travail, de vie, pardon, j'ai n'importe quoi. Nadia et Sonia étaient avec nous quand on a rencontré des familles qui sont, André aussi d'ailleurs, qui sont tout à fait indignes et qui n'évoluent pas. Ça fait 10 ans, 12 ans qu'on cherche mieux, on cherche quelque chose d'adapté et qu'il n'y a pas de réponse. Pour compléter ce qui a été proposé, j'avais bien aimé cette initiative de Bondy, qui est comme une ville qui a eu beaucoup de programmes de rénovation de quartiers logements sociaux, avec la sortie du parcours de nombreuses personnes qui étaient dans le logement social et qui sont passées dans le logement privé, et qui consistait à créer une école du propriétaire. Parce qu'en fait, mais la même chose peut être appliquée à l'école du locataire. Ça n'est pas inné de savoir prendre soin de son logement, de comprendre ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on doit faire, ce qui n'est pas acceptable de la part de son propriétaire. Et puis plus tard, quand on devient propriétaire, comprendre quels sont les devoirs et les droits que l'on a. Parce que, étant donné que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école, voilà, on a juste besoin.
l'ADIL fait de superbes missions, mais pouvoir travailler avec eux pour pouvoir lancer un programme de formation qui soit concomitant avec des programmes en vue et ouvert aussi à d'autres, je pense que c'est une initiative sympathique. Et juste une micro-réflexion sur la recomposition des logements. C'est peut-être quelque chose que j'ai abordé en achetant ici, mais il y a beaucoup de gens qui sous-découpent des immeubles avec des tout petits logements. Et ça, c'est l'autre extrême qu'il faut éviter, parce que c'est très complexe de se faire entendre et comprendre que c'est pas entendable de loger des gens dans des T2 toute la vie. Oui, c'est ça. Le logement à la découpe, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il faut être très très attentif, parce que c'est juste un outil de spéculation immobilière finalement. Concernant les familles monoparentales, notamment les mamans, il y en a énormément chez nous. Il y a une initiative qui est vraiment très très concluante, c'est qu'elles se groupent entre elles, 2, 3 mamans, et elles habitent dans le même appartement, qui est assez grand, mais ça a l'avantage qu'elles ne sont plus isolées. Du coup, elles s'entraident beaucoup pour les devoirs, pour les courses, etc. Et ça vraiment, voilà, c'est quelque chose peut-être à reprendre. Oui, on retient, on n'avait pas pensé à ce point-là. Ok, super, on prend des notes. Hein. Oui, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, mais il y a un élément quand même moteur là-dessus, ça va être aussi la révision du PLU, sur lequel les aménagements, par exemple des opérations d'aménagement prioritaire, par exemple sur les écoquartiers et compagnie, il va falloir aussi retravailler peut-être, approfondir dans le cas de la ville, parce que le PLU, c'est quand même le plan d'aménagement urbain local, et ça c'est important parce que ça définit aussi l'aménagement du logement sur le territoire, et en même temps avec tous les travers et à la fois toutes les avancées qu'on peut avoir, en particulier sur des bâtiments à fort densité contre l'énergie, positive pour l'environnement et tout. Donc c'est une question qu'il va falloir aborder aussi et revenir, mais ça je pense que quand on sera aux affaires et compagnie, vous pourrez l'aborder clairement, même si c'est une compétence de la métropole, quand même la ville là-dessus a le doigt quand même et peut influer là-dessus. Ok Philippe, il y a peut-être un rebond, 2 rebonds, et ensuite on clôture et on termine. Je pense que Philippe Philippe Leroy, qui ne me regarde pas, mais peut le dire, mais en réunion avec la métropole, c'était un peu difficile d'entendre quand on parlait du PLU, le plan local d'urbanisme intercommunal, que bon, les panneaux solaires maintenant, on fait des tuyaux solaires, c'était joli. Il faut y aller quoi. C'est juste, il faut arrêter de croire que c'est simplement décoratif. C'est absurde de se dire qu'en Espagne, tout le monde a un chauffe-eau thermique et solaire, et que nous on est là en train de se dire que c'est pas très beau un panneau solaire. On n'en est plus là, je crois. Mais j'espère. Moi j'avais juste une question sur les résidences secondaires, et peut-être qu'on va avoir besoin des statistiques de pair sur ce sujet. Et je me demandais à quel point justement la résidence secondaire peut constituer aussi une résidence principale sur une partie d'année pour une population, et notamment les saisonniers, les familles, etc. Alors certes c'est précaire, mais ça peut aussi dépanner. Et il y a des initiatives assez intéressantes en Bretagne, très récentes, notamment dans le secteur associatif, plutôt menées par les paroisses, qui font comme ça en fait de villages complètement désertés, on va dire la grande partie de l'année, sauf l'été, et qui ont mis en place une sorte de garantie à travers un système associatif pour garantir aux propriétaires que leur logement, s'ils le louent, de septembre à juin, eh bien, ils pourront le récupérer pendant l'été, etc. Et ça permet en fait à des familles qui ne peuvent plus du tout se loger de venir. Alors on n'est peut-être pas dans les mêmes proportions qu'en Bretagne, ici à Toulon, mais je pense qu'il y a quand même un sujet sur l'habitat secondaire. Comment toucher en fait les propriétaires aussi, comment donner aussi une garantie, une culture de la location, même temporaire, etc., sur une partie du parc locatif, et souvent en plus, c'est des superficies un peu grandes aussi, qui peuvent, voilà. Donc c'est plus une réflexion sur... Mais oui, je pense qu'il faut qu'on creuse ça, parce que ça casse un peu la logique punitive, en tout cas, et ça permet peut-être d'avoir des leviers nouveaux, et effectivement, il y a aussi beaucoup de saisonniers chez nous, donc ça peut être utile. Pour parler de chiffres, de statistiques, parce que moi j'aime bien quand même appuyer sur des données tangibles pour réfléchir. Le taux de résidence secondaire à Toulon, c'est à peu près 3%.
et il y en a quasiment autant de logements vacants. L'un et l'autre, c'est quand même 6%, c'est pas totalement négligeable, en sachant que l'un et l'autre sont essentiellement concentrés dans le centre-ville. Le logement vacant, essentiellement le cœur de ville, et résidence secondaire, la haute ville. Et là, pour le coup, c'est un effet extrêmement négatif, parce que ce sont des logements qui sont vides essentiellement, l'essentiel de l'année. Les propriétaires sont une infime minorité, c'est vraiment dans une logique spéculative, c'est quelques personnes qui possèdent le parc immobilier des résidences secondaires. Il ne faut pas s'imaginer, hein. Certes, il y en a quelques-uns, des gens qui viennent, qui sont toulonnais, qui ont déménagé, qui ont conservé une attache. C'est une minorité désormais, ce sont essentiellement des gens qui investissent pour le Airbnb. Voilà, donc on est vraiment dans une logique purement spéculative. Et ça, il faut impérativement pouvoir le réguler, quoi. Dernière intervention. Oui, je pense qu'il y a 3 choses, mais peut-être les avez-vous déjà listées. La première, c'est peut-être même un légèrement hors sujet, c'est l'accueil d'urgence maman-enfant. C'est très très pauvre, dans un autre chapitre. Ok. Deuxième point, mixité sociale, moi j'ai écrit en grand. Et là, les parents d'élèves avec lesquels on discute, il y en a encore qui sont papa, maman, 5 enfants avec 3 chambres. Ils vivent dans des conditions épouvantables, mais ils se sont installés dans leur quartier, ils y vivent. Et les seules solutions de relogement qu'on leur propose, c'est dans un quartier qui va être intégralement quartier HLM. Et c'est bon pour personne, c'est pas une bonne idée. Je pensais à autre chose aussi, c'était, ce dont ils se plaignent aussi terriblement, c'est l'opacité de la gestion du service de l'HLM. Ça en est honteux, on entend des passe-droits, des choses, ça c'est hallucinant. L'opacité et le délai de traitement de dossier, mais c'est complètement dingue. Voilà, ça les horrifie et je le comprends. Alors ça c'était le constat, donc c'est pas dans les propositions, mais... Ben justement, c'est vrai moi personnellement j'habite sur le quartier de la Beaucaire, donc je suis locataire auprès de Toulon Habitat Méditerranée, et c'est vrai que c'est très 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 complexe. On a l'impression que quand on donne nos dossiers, on est simplement un numéro et qu'ils ne prennent pas le temps vraiment d'étudier la demande. Ben moi, je suis l'exemple même où j'ai eu des soucis dans mon appartement suite à de multiples dégâts des eaux. On me fait une proposition dans un quartier également dit prioritaire, cette fois situé sur la Seine, un bâtiment qui est également tenu par le réseau de stupéfiants. Donc j'ai dit à THM, dealer pour dealer, je préfère rester avec ceux que je connais. Donc non, mais c'est vrai, c'est assez frustrant, c'est très 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 frustrant. C'est qu'on nous fait des propositions, encore une fois, qui ne correspondent pas à ce qu'on demande. Je veux dire, ce côté humain, en fait, il n'existe plus. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est vraiment faire évoluer les situations, déjà par une transparence, vraiment une totale transparence de la part des bailleurs sociaux, savoir ce qu'ils font avec notre argent, parce que là, encore une fois, on paie des prestations qui sont inexistantes. Quand elles sont très peu faites, elles sont bâclées. Et en fait, à chaque fois, c'est notre faute à nous, parce que on met ça sur l'incivilité ou sur le manque de respect des bâtiments dans lesquels on vit. Donc là encore une fois, c'est littéralement du foutage de gueule, parce qu'une personne qui habite au 16e étage, elle n'a aucun intérêt à dégrader que ce soit l'ascenseur ou le bâtiment dans lequel elle vit. Donc là, il y a vraiment des problèmes auxquels on va réussir à porter des solutions et qui, mieux que nous, pouvons, entre guillemets, donner ce qui est possible de faire. Voilà. Parce qu'on le vit, c'est notre quotidien. C'est notre quotidien, donc on sait de quoi on parle. C'est pas quelque chose qu'on nous rapporte, c'est ce qu'on vit. Dernier point, dernière question très rapide. Je sais que je suis toujours rapide. Je voulais juste dire par rapport au logement trop petit, au logement trop grand, il y a effectivement quelque chose de très simple que je voudrais mettre en œuvre. C'est une banque d'échange où les gens disent moi j'ai un T4, j'ai besoin d'un T2, et moi j'ai un T2, j'ai besoin d'un T4. Parce qu'actuellement, les bailleurs sociaux sont censés le faire, mais ne le font pas. Et puis quand on est dans 2 bailleurs sociaux différents, ça ne marche pas. Donc s'il y avait cette banque d'échange, c'est pas très compliqué à faire, c'est pas un gros investissement, c'est un tout petit investissement informatique. C'est vraiment pas grand-chose avec une personne qui gère ça. Voilà. Mais après, la problématique avec ce genre de fonctionnement, c'est que moi, par exemple, qui habite la Beaucaire, personne ne va vouloir échanger avec moi. Moi j'ai la conscience de ne pas proposer mon appartement à une famille ou à une maman qui vit de manière seule avec ses enfants. Donc là, c'est compliqué et c'est littéralement à faire, je pense, au cas par cas. Mais ton logement, il est d'abord... Quand les logements sont décents, effectivement. Ton logement, il est d'abord à réhabiliter, ça c'est la première chose. Mais quand il y a des même quand il y a des personnes qui ont un logement correct, ils n'arrivent pas à changer. Alors qu'en est-il des personnes qui vivent dans des quartiers où c'est très 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 compliqué? Exactement. Écoutez, merci de votre patience parce qu'on a tenu 2 heures pile.
là, on va se donner 10 minutes. Ça vous va, 10 minutes? Parce qu'on a encore un gros chantier derrière nous, qui est celui de la liste. Il est 19h. On prend 10 minutes de respiration. Et dans 10 minutes, on attaque le sujet liste. On va essayer de se tenir à 20 minutes pour le sujet liste. Voilà. 10 minutes, petite pause technique, petit bol d'air. Voilà.